Bonsoir. Mauvais traitement dans les pensionnats autochtones. Des voix s'ajoutent à Ottawa pour réclamer des excuses officielles de l'Église catholique. L'avocat Innu Armand McKenzie répond à nos questions. Un bâillon est finalement adopté pour accélérer l'étude du projet de loi C10 sur la réforme de la radiodiffusion. On fait le point avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Décès dans les CHSLD du Québec lors de la première vague de la COVID. Le coroner révèle plusieurs lacunes. L'experte en santé publique Roxane Borges da Silva nous dit ce qu'elle en pense. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La découverte des restes des 215 enfants autochtones près d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique continue de susciter des réactions à Ottawa. Après le premier ministre Justin Trudeau, c'est au tour du chef du NPD de demander à l'Église catholique de présenter ses excuses. Cette demande survient après que le pape François ait exprimé hier sa douleur face à cette découverte, mais sans présenter l'excuse officielle. Jack Meeting presse aussi l'Église catholique de donner accès au registre relatif aux mauvais traitements infligés aux enfants. L'Église catholique a clairement joué un rôle primordial dans le génocide des Autochtones au Canada avec les pensionnats autochtones. Donc, c'est clair qu'ils ont joué un rôle. Il doit s'excuser, l'Église. Le pape lui-même doit s'excuser. Et l'Église doit livrer les documents, partager les documents nécessaires pour la communauté d'avoir la justice. Parce que sans avoir ces documents, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec leurs enfants. Maître Armand McKenzie est avocat Innu spécialisé en négociation autochtone. Bonsoir, Maître McKenzie. Bonsoir. D'abord, au sujet de l'Église catholique qui présente toujours pas d'excuses officielles pour son rôle dans le système des pensionnats autochtones au Canada, quelle est votre réaction à vous à ça, à l'absence de ces excuses? Ben, comme ex-pensionnaire, moi, je pense que moi, personnellement, ça ne me cause pas d'inconvénient parce qu'il y a quand même eu plusieurs interventions de l'Église catholique par rapport à ce dossier-là. Premièrement, par exemple, l'Église, les missionnaires Oblats, qui étaient responsables, dans mon cas, des écoles résidentielles, se sont excusés le 24 juillet 91. Alors, aux Premières Nations, ils ont transmis leurs excuses. Et puis, il y a eu des excuses publiques, évidemment, du premier ministre Harper à l'époque, devant des leaders autochtones. Jean-Paul II, qui était venu à Sainte-Anne-de-Beaupré à Québec, avait mentionné quelque chose au niveau des difficultés, des maladresses de l'Église catholique envers les peuples autochtones. Et puis, évidemment, en 2009, je regarde une autre déclaration, un communiqué de presse du Saint-Siège. Alors ici, je crois que c'est le pape Benoît qui a dit qu'il avait exprimé ses regrets pour l'angoisse causée par la conduite déplorable de certains membres de l'Église par rapport aux enfants autochtones canadiens. Et puis, en 2015, maintenant, en Bolivie, le Saint-Père a demandé humblement pardon au peuple autochtone d'Amérique latine. Alors, moi, j'ai l'impression que les excuses vont venir. Évidemment, on est un petit peu dans la sémantique, mais je pense, connaissant un peu les tractations derrière les coulisses, des tractations du Vatican, je pense qu'à un moment donné, ils vont choisir le moment approprié pour exprimer ou demander pardon plutôt aux enfants, aux survivants des écoles résidentielles. Oui, donc vous, en tant qu'ancien pensionnaire de ces pensionnats autochtones, vous êtes optimiste que les excuses vont finir par arriver de la part de l'Église catholique. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Moi, je pense que oui, parce que connaissant la diplomatie du Vatican, pour avoir été mêlé aux négociations sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ça se fait derrière les coulisses, et puis c'est une diplomatie, si vous voulez, très très délicate. C'est une diplomatie qui écoute et qui bouge à petits pas. Mm-hmm. Alors c'est comme ça que le Vatican travaille au sein des institutions internationales, et c'est ce que j'ai vu, moi. Et j'imagine que les discussions bilatérales entre le gouvernement canadien et puis les leaders autochtones du Canada
avec le siège du Vatican, vont déboucher éventuellement une déclaration publique, probablement dans une prochaine visite au Canada, parce qu'il y a beaucoup de posturing, si on veut, de positionnement dans ce débat. Alors, autant de la part des Autochtones, mais aussi du côté des institutions catholiques. Alors, je pense on attend le moment approprié pour exprimer ces excuses-là devant un public ou devant une foule composée majoritairement d'Autochtones, comme c'est arrivé, par exemple, ici à Québec, mais à Fort Simpson également, au territoire du Nord-Ouest, avec oui. Sur un autre front, là, au-delà des excuses officielles qu'on demande à l'Église, il y a des pressions qui sont grandes aussi au pays pour qu'Ottawa oblige l'Église catholique à donner accès à des documents sur les mauvais traitements qui ont été infligés aux enfants dans les pensionnats autochtones. Le NPD le fait aujourd'hui. Le premier ministre Trudeau a dit la semaine dernière qu'il espérait que ça se fasse en partenariat pour éviter d'amener évidemment l'Église catholique devant les tribunaux. Quel est le véritable pouvoir d'Ottawa dans ce dossier-là? À moins que ce soit, on a déjà eu une commission d'enquête, commission de vérité et réconciliation, où il y avait vraiment un pouvoir peut-être de demander des documents. S'il y avait, par exemple, un peu comme un coroner, par exemple, au Québec, le coroner public d'enquête plutôt, qui peut forcer la remise de documents. Moi, j'ai l'impression que ces documents-là, en fait, sont disponibles. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que moi, dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans une recherche en 80, je vous parle de 94, 93, dans une recherche, par exemple, à l'Université Saint-Paul à Ottawa, dans laquelle je faisais de la recherche particulièrement sur la situation des enfants autochtones dans les pensionnats. Et ça, si on parle d'il y a 20 ou 30 ans maintenant, ma foi, oui, il y a 30 ans, près de 30 ans. Alors, ces documents-là étaient disponibles au public, aux chercheurs, etc. Alors, de quels documents on fait référence? Parce que moi, les documents que j'ai vus, auxquels j'ai eu accès librement, c'était des correspondances, des correspondances entre des responsables des écoles résidentielles dans l'ouest du pays, auprès de des sièges sociaux des églises, tant au niveau de l'Église anglicane que de l'Église catholique. Ouais. Alors là, déjà, on parlait d'une situation difficile avec les enfants autochtones, une situation difficile causée par des responsables des écoles résidentielles. Ça, c'est une recherche que moi-même j'ai faite dans les années 90, début des années 90. Okay. Alors, ça m'étonne beaucoup, là, ce accès ou non accès à des documents. Il me semble qu'il y a beaucoup de documents qui ont été versés à la Commission de vérité et réconciliation. Et qui seraient donc, vous dites, déjà disponibles. Maître McKenzie, le temps file, là. Je veux vous entendre rapidement sur la démarche du NPD qui est revenue à la charge encore aujourd'hui aux communes. Le NPD qui demande à Ottawa d'abandonner ses batailles judiciaires contre des survivants et des enfants autochtones qui réclament une compensation pour les séquelles qu'ils ont subies au pensionnat, dans des pensionnats autochtones. En date d'automne dernier, le gouvernement fédéral avait dépensé plus de 3 millions de dollars contre les survivants du pensionnat de Sainte-Anne en Ontario, où il y a eu de graves abus physiques et psychologiques. Ça a mené à l'emprisonnement de 5 anciens employés. Qu'est-ce qui explique ces poursuites d'Ottawa dans ce dossier-là? Écoutez, le gouvernement fédéral, de la façon d'opérer, évidemment, le département de la justice est autonome dans sa façon de défendre la couronne. Alors, c'est de la procédure, tout simplement, ou une politique judiciaire qui est en place. Et puis, évidemment, s'il devait y avoir un message, j'imagine, du bureau du premier ministre, de procéder à des règlements ou d'aller autrement, ou même du ministère de la Justice, par le ministre de la Justice, il y aurait peut-être un autre angle à donner à ce dossier-là. Et puis, évidemment, moi, je pense que c'est à peu près le temps qu'on mette ça de côté et puis qu'on trouve un règlement négocié, évidemment, avec les survivantes et ces pensionnats, particulièrement dans ce dossier-là. Et puis, je pense que c'est traîner en longueur comme ça un dossier, ça n'avantage pas politiquement le gouvernement en place, à mon avis. Et puis, surtout dans le contexte de ce qui s'est passé, des révélations de ce qu'on a trouvé à Kamloops. Ouais. Une fausse commune, ma foi, c'est quand même assez grave, là. Alors, on va voir. Alors, je pense... Oui. Allez-y, continuez, terminez votre idée. Allez-y.
Oui, mais c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il serait de bon, la bonne volonté politique ferait qu'il devrait y avoir une proposition de règlement dans ce dossier-là avec les survivants, dans ce dossier particulier que vous m'avez mentionné. Alors, oui. On verra ce que le gouvernement va faire dans ce dossier-là. Maître McKenzie, c'est tout le temps qu'on a. Je rappelle que vous êtes avocat INU spécialisé en négociation autochtone. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Le projet de loi C-10 sur la réforme de la loi sur la radiodiffusion canadienne continue de faire des vagues aux communes. Une majorité de députés ont finalement adopté le bâillon cet après-midi pour en accélérer l'étude. Les libéraux et les bloquistes ont voté en faveur de cette motion qui vient forcer le Comité permanent du patrimoine canadien à compléter son étude du projet de loi en moins de 5 heures. Le député bloquiste Martin Champoux soutient qu'il n'y a plus de temps à perdre. 30 ans depuis la dernière mise à jour de la loi sur la radiodiffusion, avant les réseaux sociaux. Monsieur le Président, géant du Web en 1991, on pensait plus à une araignée géante dans un film d'horreur. Internet, c'était d'une lenteur épouvantable, puis les gens avaient plus des pagettes que des téléphones cellulaires. Ça fait 30 ans. Même les conservateurs avaient encore le mot progressiste dans leur nom il y a 30 ans, Monsieur le Président. Ma question au ministre du Patrimoine, croit-il qu'on puisse encore perdre du temps avec l'adoption du projet de loi C-10 pour enfin moderniser la loi sur la radiodiffusion? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon honorable collègue pour sa question. Et la réponse à sa question est très simple. Non, nous n'avons plus de temps à perdre avec l'adoption du projet de loi C-10. Chaque mois qui passe prive nos artistes, nos musiciens, nos musiciennes, nos techniciens, nos techniciennes de 70 millions de dollars, Monsieur le Président. 70 millions de dollars pour chaque mois que nous perdons. Il faut adopter le projet de loi C-10 le plus rapidement possible. Merci, Monsieur le Président. Et le projet de loi C-10, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Geneviève, d'abord, ça y est, malgré les tactiques dilatoires des conservateurs la semaine dernière, un bâillon spécial a finalement été adopté aujourd'hui aux communes pour accélérer le processus d'adoption du projet de loi C-10. Processus qui s'étire, faut-il le rappeler, depuis 6 semaines maintenant devant le Comité du patrimoine canadien. Est-ce que ça veut dire que C-10 va être adopté avant la pause estivale, avant la prochaine campagne électorale? Pas nécessairement. C'est vrai que le gouvernement a l'appui du Bloc québécois dans ce dossier-là, mais je pense que c'est un projet de loi qui est important. Il y a plusieurs angles et dossiers et articles à regarder. Et donc, si on veut bien faire les choses, peut-être que ça va devoir prendre un peu plus de temps que prévu. Alors, le fait qu'on ait eu un bâillon aujourd'hui semble démontrer la volonté du gouvernement de le faire assez rapidement. Mais si on voit qu'il y a des articles à modifier, ça pourrait avoir un peu plus... On devrait avoir besoin de plus de temps pour faire les débats qui s'imposent. Et là, ce sera peut-être mis au retour de l'été, à moins qu'il y ait des élections entre-temps. Évidemment. Daniel, Geneviève dit, c'est un projet de loi qui est important aussi pour le Québec. On sait qu'il y a un appui unanime de l'Assemblée nationale à C-10. On sait que les conservateurs ont tout fait, en fait, pour mettre les bâtons dans les roues, je devrais dire, de ce projet de loi-là. Si jamais la loi n'est pas adoptée avant la prochaine campagne électorale, est-ce que les conservateurs pourraient en payer le prix au Québec à la prochaine élection? Oui, je pense que ça ne leur fera pas de la bonne publicité au Québec et c'est clair que le Bloc va rappeler ça aux électeurs, tout comme d'ailleurs Justin Trudeau durant la campagne, s'il y a une campagne cet automne et que le projet de loi n'a toujours pas été adopté. Donc oui, ils prennent un risque au Québec, ça c'est absolument certain. Oui. Je veux revenir avec vous sur la découverte des restes d'enfants autochtones à Kamloops. Ça continue évidemment de faire des vagues à Ottawa. Le premier ministre Trudeau appelle l'Église catholique à prendre ses responsabilités pour son rôle dans les pensionnats autochtones au Canada. Mais sans obliger, du moins pas pour le moment, l'Église catholique à donner accès aux documents et aux registres relatifs au mauvais traitement dans les pensionnats autochtones. Geneviève, est-ce que le gouvernement canadien en fait assez dans ce dossier-là? C'est toute la question. C'est difficile à répondre parce qu'on sait que c'est des enjeux qui sont importants, qui existent depuis de nombreuses années. Le gouvernement nous répète souvent, il faut y aller lentement au rythme que les populations autochtones demandent. Il ne faut pas brusquer les choses. Donc, on a l'impression, en regardant ce qui se passe en ce moment, que ça va pas assez vite, puis c'est pas aussi fort ou important qu'on aimerait le penser. Mais peut-être qu'il faut justement laisser prendre le temps de faire les choses et de bien faire les choses. Mais il y a peut-être un problème de communication. Alors, qu'est-ce qu'exactement
exactement le gouvernement Trudeau attend de la part de l'Église, qu'est-ce qu'il est prêt à assumer aussi. Là, quand on parle de responsabilité du gouvernement, à un moment donné, veut pas, il y a la question des sous qui rentrent en ligne de compte, et là, ça vient complexifier le débat. Donc, je comprends que les gens soient insatisfaits du dossier, mais en même temps, c'est pas simple, ça se réglera pas demain matin, et ça se réglera pas juste avec des excuses de la part de l'Église. Ouais. Daniel, Geneviève vient de dire veut prendre le temps de bien faire les choses. Monsieur Trudeau dit qu'avant de traduire l'Église catholique devant les tribunaux, il espère que les dirigeants religieux vont comprendre que c'est préférable que ça se fasse en partenariat. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder du gouvernement Trudeau? Oui, bon, ben pour danser, il faut être au moins deux, hein? Donc, l'Église va accepter de faire ça. C'est risqué pour l'Église. Il y a aussi des questions de sous, parce que si on admet sa responsabilité là-dedans, ça va poser des problèmes devant les tribunaux, évidemment. Moi, c'est clair que c'est une situation très difficile pour l'Église catholique, et c'est de bonne guerre, je pense, de la part de Justin Trudeau de faire pression sur l'Église et sur le pape. Mais comme Geneviève le dit, ça va prendre du temps. Et l'Église catholique, vous savez, c'est la plus vieille bureaucratie probablement de la planète, et l'une des plus lentes aussi. C'est une grosse machine et c'est évidemment très conservateur. Hein? C'est dans son essence même. C'est une Église qui est fondée sur des dogmes, et ça bouge très lentement. Alors, j'ai pas l'impression que c'est demain la veille qu'on va avoir des excuses du pape dans ce domaine-là. Et puis, quant à la collaboration avec le gouvernement, ça aussi, ça va prendre du temps. Oui, donc il va falloir être patient, comme on dit. Un mot sur le sommet du G7 qui se tient en fin de semaine au Royaume-Uni. C'est Boris Johnson, donc, qui en est l'hôte. Le premier ministre Trudeau va y participer finalement en personne. On sait que les ministres des Finances des pays du G7 ont conclu un accord qu'on dit historique en fin de semaine pour taxer les multinationales, une taxe d'au moins 15 L'un des principaux objectifs de ce sommet-là, c'est de faciliter l'accès aux vaccins contre la COVID partout dans le monde. Geneviève, vous vous attendez à quoi de cette rencontre internationale, vous? Deux choses. Au propos des vaccins, encore une fois, une grande déclaration de la part du G7. Le G7 nous a habitués à ces grandes déclarations de principe-là en disant, on va faire tout ce qu'on peut en notre pouvoir pour améliorer les choses. Et j'ai bien l'impression ce qui va arriver dans le cas du vaccin. Par contre, la deuxième chose, l'entente sur la taxation, ça c'est majeur et c'est différent de ce qu'on a vu par le passé. C'est rare que le G7 arrive avec des propositions concrètes qui risquent de changer les choses rapidement. Alors, de dire que maintenant, on va avoir un taux de taxation 15 par exemple, auquel tous les pays vont devoir utiliser, c'est majeur. Par contre, ça reste au G7 et donc c'est pas tous les pays de la planète qui l'ont accepté. Alors on verra la suite des choses. Peut-être que ça aussi c'est des bonnes intentions, on ne sait pas, mais à mon avis il y a quand même quelque chose d'intéressant de la part du G7 dans cette initiative-là. Oui, parce qu'on attend toujours des retombées concrètes de ces sommets-là. Daniel, dans le dossier des deux Michael maintenant, le Globe and Mail nous apprenait aujourd'hui que l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, s'est rendu à Washington au mois d'avril de façon secrète pour tenter de faire avancer le dossier des deux Michael. Ce sera un premier sommet du G7 pour le président Joe Biden. Les États-Unis, qui d'une certaine façon détiennent la clé de ce problème-là. Est-ce que le premier ministre Trudeau pourrait profiter de cette rencontre pour faire avancer le dossier des deux Michael? Il devrait essayer de le faire, c'est certain. C'est non seulement le premier sommet du G7 de Joe Biden, c'est aussi son premier voyage à l'étranger. Je pense que Biden va essayer il veut qu'il y ait des résultats concrets qui vraiment émanent de ce G7-là, en partie parce que c'est son premier. Et dans le dossier des deux Michael, ça risque d'être long. Encore une fois, oui, on dit les États-Unis ont beaucoup de pouvoir. Mais avec la Chine, c'est compliqué, ça prend du temps. Je pense qu'il faut toujours appeler à Joe Biden. À chaque rencontre entre Justin Trudeau et Joe Biden, les deux Michael doivent être mentionnés. Mais est-ce que ça va aider à vraiment favoriser une solution à court terme? Je suis un peu sceptique. Ouais. Un autre dossier dont il faut faire preuve de beaucoup de patience, les deux Michael qui sont emprisonnés depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Enfin, avant de vous laisser aller, je veux vous entendre sur les spéculations électorales. C'est devenu un classique, évidemment, à chaque semaine. Il y a des parlementaires qui ont été interviewés par le Hill Times qui s'attendent à des élections déclenchées au mois d'août pour un scrutin au mois de septembre. Sinon, disent-ils, ça va aller au mois d'octobre. Geneviève, est-ce que vous voyez le même portrait de la situation au moment où on se parle?
Bon, alors comme je me suis trompée souvent par le passé, je vais être un peu plus prudente cette fois-ci. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait une belle opportunité pour le gouvernement de déclencher des élections, surtout si la vaccination va bien. Je pense que la vaccination, ça va être une des clés, des éléments à surveiller. Le gouvernement libéral est encore populaire, se maintient dans la popularité aussi. Les sondages semblent dire qu'il pourra aller chercher une majorité. Donc, ce serait peut-être le temps. Puis ça ferait à peu près 2 ans qu'il aurait été élu. Donc, pourquoi pas, oui. Ça serait, à mon avis, une belle... Une bonne probabilité, effectivement. Daniel? Ben, d'abord, il faudrait qu'on ait un ou une gouverneur général. Hein? On n'a toujours pas. C'est le juge en chef de la Cour suprême, le Richard Wagner, qui s'occupe des fonctions là, nécessaires dans le cas de la gouverneure générale. Mais là, avant de penser à des élections, il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup, en tout cas dans les médias, mais ça commence à devenir pressant, surtout si les libéraux veulent vraiment aller en élection, demander au juge en chef de la Cour suprême son avis ou demander des actions dans ce domaine-là, ça serait un peu une situation un peu étrange. Donc, j'espère qu'on va s'occuper de ça avant d'aller en élection. Oui, parce que le ministre Dominique Leblanc a laissé entendre en fin de semaine dans les médias que le dossier, quand même, pour remplacer la gouverneure générale, est assez avancé. Donc, c'est à suivre. On verra. Merci beaucoup, Geneviève et Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors que la situation de la COVID s'améliore de jour en jour au Canada, les audiences publiques du coroner ont repris aujourd'hui au Québec afin de faire la lumière sur les décès dans les centres d'hébergement lors de la première vague de la COVID-19 au printemps 2020. On se rappelle que plus de 6 000 aînés sont morts de la COVID dans les CHSLD au Québec. Les audiences du coroner ont mis en relief une application tardive de l'état d'urgence sanitaire, un système informatique inefficace et des délais trop longs avant de confirmer les cas d'infection. Alors, je vais faire le point là-dessus avec Roxane Borges da Silva, qui est experte en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Bonsoir, Madame Borges da Silva. Bonsoir. Bon, sur ces révélations de l'enquête du coroner au Québec, je vous demanderai d'abord, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, c'est pas du tout une surprise. En fait, on se rappelle que dans la préparation à la crise sanitaire au Québec et même au Canada, on a mis beaucoup, en fait, surtout au Québec, l'emphase sur les soins hospitaliers. Donc, on a libéré des lits et on a déplacé du monde en CHSLD parce qu'on a eu très peur. On voyait en Chine les hôpitaux qui se construisaient en 10 jours. On a vu en Italie une situation très précaire où les médecins intensivistes devaient faire le choix à qui donner un respirateur mécanique ou non. Et donc, ces situations-là nous ont fait peur et on a mis beaucoup d'emphase sur la préparation hospitalière. Et malheureusement, on a délaissé les CHSLD qui ont été notre angle mort de la crise. Bon. Donc, oui, je vous en prie. Non, mais on parle en fait donc application tardive de l'état d'urgence, système informatique inefficace, des délais trop longs avant de confirmer les cas de COVID. Quelles sont les leçons qu'on doit tirer de ça? Parce que là, il y a une enquête du coroner, c'est qu'on veut améliorer les choses. Les leçons à tirer de ça, c'est quoi? Mais c'est sûr qu'au niveau des systèmes d'information, c'est une clé pour pouvoir transmettre l'information rapidement et agir rapidement. On se rappelle qu'on était au niveau du fax à l'époque et que les systèmes se sont améliorés. Donc avec un fax, on peut pas aller très vite, on peut faire des erreurs et on peut transmettre en fait et on peut pas démarrer les enquêtes épidémiologiques de manière rapide. Donc ça, c'est des choses très importantes que le gouvernement a sûrement améliorées depuis et sur lesquelles il faut continuer d'insister pour pouvoir aller très vite dès qu'on a un cas et mettre en place l'enquête épidémiologique. Bon. Sur la situation de la COVID actuellement au Québec, ça va plutôt bien, il faut le dire. On a commencé aujourd'hui à devancer les rendez-vous pour la 2e dose. On a même lancé la vaccination des 12 à 17 ans dans les écoles. Au chapitre de la vaccination, le Québec semble carrément être au devant de la parade quand on le compare au reste du Canada. Pourquoi, selon vous? Mais en fait, il y a plusieurs aspects. D'abord, l'approvisionnement en vaccins est là. Donc, on est chanceux d'avoir les doses dont on a besoin. La deuxième chose, c'est la logistique, en fait, centralisée de l'administration des vaccins. Il faut absolument féliciter le gouvernement et tous les établissements de santé pour toute cette logistique-là avec Clic Santé qui se déroule très, très bien et qui est très bien organisée, très bien coordonnée. Et à partir de là, après, on a une très belle réponse de la population qui a bien compris que la vaccination était un élément clé pour sortir des mesures de confinement et pour retourner à la vie normale. Donc, dans ce contexte, le Québec fonctionne très bien au niveau de la vaccination et on en est très heureux.
Tellement que le plan de déconfinement, évidemment, se poursuit. Ça va bien là aussi. On sait qu'il n'y a plus de régions en zone rouge au Québec. Dans les régions qui sont passées au palier jaune ou encore au palier vert, on a décidé que le port du masque de procédure n'est plus obligatoire en tout temps là, dans les milieux de travail, si évidemment la distanciation physique est respectée. Donc, le port du masque, quand même, qui est plus obligatoire en tout temps au travail. Est-ce que ça vous semble prudent? Mais j'avoue qu'en attendant que les personnes aient 2 doses, j'aurais préféré conserver le port du masque parce qu'on sait qu'on a quand même ce variant Delta très contagieux qui nous menace et qui prend de plus en plus de place par exemple en Ontario, qui devient le variant dominant. Donc dans le contexte, avec ce variant très contagieux, tant que la population complète n'a pas reçu 2 doses, il m'apparaît plus prudent de garder le masque dans les espaces clos, les espaces intérieurs, et même si on a un contexte de distanciation sociale, puisque les aérosols peuvent rester en suspension dans l'air si la ventilation n'est pas optimale dans les bâtiments. Oui, parce que autant au Québec qu'ailleurs au Canada, on a l'impression qu'on voit vraiment la lumière au bout du tunnel, que la fin de la pandémie est à l'horizon. Plusieurs selon. Est-ce qu'on est trop optimiste? Parce qu'il y a quand même des experts qui parlent d'une possible 4e vague de la COVID. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais avec 2 doses de vaccin, je suis très optimiste. Si on arrive à avoir plus de 75% de la population vaccinée avec 2 doses d'ici la fin du mois d'août, je suis optimiste que la prochaine vague sera plutôt de l'ordre de la vaguelette, si je peux dire. Donc, une vague faible avec peut-être quelques hospitalisations, mais sans forcément avoir des décès, puisque les vaccins sont très efficaces contre les variants pour l'instant. Bon. Et comme vous le disiez il y a un instant, il y a toujours le variant Delta qui menace quand même peut-être déconfinement, ralentir le déconfinement. Ici, il faudra voir. Sur la baisse des cas de COVID au Canada, quand même, les chiffres sont significatifs, il faut le dire. Et ce, malgré le fait qu'il y a environ 7 % de la population adulte qui a reçu ces 2 doses. Comment expliquer quand même cette baisse assez spectaculaire des cas de COVID? Est-ce que l'efficacité de la première dose est plus grande que prévu, la première dose de vaccin? En fait, il y a 3 éléments. Il y a certainement l'efficacité de la première dose qui est quand même partielle mais présente. Il y a aussi les mesures de confinement qui restent en place, particulièrement au Québec ou en Ontario. Et finalement aussi l'idée que en été, on vit beaucoup plus en extérieur, beaucoup moins en intérieur par rapport à l'hiver. Et la contamination en extérieur se fait très difficilement à cause des aérosols qui se diffusent très rapidement dans l'air. Donc pour toutes ces raisons-là, on cède, si je peux dire, et on a une baisse du nombre de cas. Et c'est très bien, il faut continuer comme ça et privilégier les activités extérieures en attendant de recevoir 2 doses. Oui, l'arrivée du beau temps, il faut le dire, ça aide. En attendant la 2e dose, justement, pour à peu près tout le monde, là, est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'est installé comme dans un faux sentiment de sécurité? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec la première dose, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. La première dose n'est pas suffisante. Les données de l'Angleterre, qui sont des données en contexte réel, le montrent clairement. La première dose amène entre 50 et 70% d'efficacité, alors que la 2e dose, elle, on est au-dessus de 85-90%. Donc il faut absolument persévérer et aller chercher cette 2e dose-là pour pouvoir se permettre un retour à la normale cet automne. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut continuer à faire attention. Il faut vraiment garder en tête qu'on a juste une dose de vaccin. La majorité de la population a juste une dose de vaccin et demeurer très prudent, appliquer les consignes. Absolument. Une seule dose n'est pas suffisante pour relâcher. Il faut continuer les mesures barrières en attendant d'avoir les 2 doses. Absolument. Roxane Borges da Silva, experte en santé publique, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 7 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.